Yuki est un faible vierge qui vit dans un monde où seules les femmes ont des capacités spéciales. Cependant, sa vie de faible change lorsqu'une méchante puissante le transforme en son serviteur puissant. Maintenant, il devra la servir, mais elle devra satisfaire ses désirs étranges chaque fois qu'il voudra se faire payer pour ses services. Le jour de leur rencontre, Yuki rentrait chez lui en silence, quand soudain un brouillard dense l'entoure, et Yuki se souvient à quel point cela ressemble au jour où il a perdu sa sœur. Avant que Yuki puisse réagir, le paysage autour de lui disparaît. Il se retrouve debout dans la capitale des démons, Mato. La panique le saisit et il sort rapidement un manuel de survie de son sac, dont les pages expliquent que les humains ordinaires se retrouvent parfois par accident à Mato. Les instructions sont claires. Rester calme et attendre l'arrivée de la force de défense des démons. Il essaie de suivre les conseils, mais soudain, les créatures démoniaques, les Shukis, surgissent et l'attaquent. Yuki court, esquivant de justesse leurs griffes alors qu'il cherche un abri. Juste au moment où il est sur le point d'être acculé, une méchante aux cheveux blancs apparaît pour le sauver de la bête, et sa présence dégage autorité et force. Elle s'appelle Kyuka, commandante des forces de défense des démons. Kyuka élimine les Shukis restants sans hésitation, et en utilisant son pouvoir d'asservissement, elle transforme un Shuki en moyen de transport et emmène Yuki. À ce moment-là, 3 autres guerriers arrivent. Imari, Nae et Shushu, membres de la 7e escouade de la force de défense contre les démons. Ils détruisent les monstres restants, et Nae scanne les environs avec son aptitude de détection et avertit d'une autre nuée qui approche. Kyuka ordonne à son escouade d'engager l'ennemi pendant qu'elle escorte Yuki en sécurité. En traversant le chaos, ils trouvent un autre garçon humain qui a subi un incident similaire. Il se réveille en larmes, suppliant de l'aide pour retrouver sa sœur disparue. Le garçon est escorté en lieu sûr, mais Kyuka continue d'avancer, menant Yuki vers une autre victime à proximité. Soudain, un cri perce l'air. Il se précipite vers le son et la trouve entourée de Shukis. Kyuka invoque un bouclier temporaire, protégeant Yuki et la fille, pendant qu'elle élabore une stratégie. Refusant de battre en retraite, Kyuka prend une décision désespérée, et elle a besoin de l'aide de Yuki. Yuki hésite, mais sa conviction l'inspire. Déterminé à ne pas être un fardeau, il accepte d'aider de toutes les manières possibles. Elle demande à la fille secourue de se couvrir les yeux, puis s'agenouille devant Yuki et lui propose un contrat pour devenir ses chaînes éternelles. D'accord ? Un esclave lié par le pouvoir et la loyauté. Nerveux et inexpérimenté, Yuki hésite alors qu'elle tend son doigt. Mais avec les Shukis qui se rapprochent, il le lèche et une puissance envahit son corps. Imari, Shushu et Nae arrivent juste à temps pour assister à la transformation de Yuki. Son corps se tord en une forme monstrueuse, irradiant une force au-delà des limites humaines. D'un seul coup, il anéantit les Shukis. Kyuka monte sur lui, et ensemble, ils emmènent la fille en sécurité. Mais les Shukis restants fusionnent en une abomination colossale. Kyuka ordonne à Yuki d'attaquer, et leurs forces combinées font le monstre en deux. Imari regarde avec admiration, se demandant quel est le potentiel de Yuki. Quand la bataille se termine, Yuki revient à sa forme humaine, tremblant de son nouveau pouvoir. Kyuka renvoie son escouade et lui parle en privé. Elle loue son courage, lui offre une position permanente à ses côtés, et bien qu'il hésite d'abord, Kyuka scelle la promesse avec un baiser inattendu. Ouf. Kyuka explique qu'en tant que sa maîtresse, elle devra satisfaire ses désirs bizarres chaque fois qu'il se transforme. Il commence à s'agiter, renversant accidentellement son chapeau, mais voit sa réaction, montrant qu'elle est complètement déjantée. Elle continue de l'embrasser de manière à ce que n'importe quel homme céderait, et Yuki choisit de l'accepter. Après le baiser, Yuki a du mal à tout assimiler, incapable de croire que son premier baiser a eu lieu dans la capitale des démons. Et Kyuka exprime alors son ambition de devenir commandant suprême, et son besoin de la force de Yuki pour y parvenir. Avec une détermination renouvelée, Yuki accepte de servir comme son esclave, jurant de combattre à ses côtés. Ils retournent au dortoir de la 7e escouade, une structure conçue autour des principes yin-yang de Mato, où Kyuka le présente comme le nouveau gardien de l'escouade. Bien que ses tâches impliquent l'entretien du dortoir, Kyuka précise qu'elle l'appellera pour combattre lorsque nécessaire. Yuki réalise rapidement le coup de son nouveau rôle d'être constamment commandé par ses coéquipières. Nae, la recrue la plus récente avant lui, revendique l'ancienneté et propose de l'aider à s'adapter, ce qui ne fait que l'irriter davantage. Pourtant, malgré ses frustrations, une légère étincelle d'excitation persiste en lui. Pour la première fois, Yuki a l'impression d'avoir un endroit où il appartient vraiment. Puis, le premier jour de Yuki en tant que membre des forces de défense des démons commence par le nettoyage de l'extérieur avec sa précision habituelle. Sans avertissement, un Shuki surgit du sol, mais une barrière protectrice s'active instantanément, projetant la créature en arrière. Nae passe tranquillement et explique que le dortoir de la 7e escouade est situé juste derrière le portail démoniaque, donc les incursions fréquentes de Shuki sont normales. En parlant, elle détaille la structure de Mato, une vaste ville démoniaque d'environ la taille de Tokyo, divisée en 8 districts. Chaque escouade est chargée de protéger un district, laissant leur 7e escouade responsable du district Sept. Nae déclare fièrement qu'en tant que sa supérieure, elle le guidera dans ses nouvelles fonctions. Les mots le troublent, car elle est techniquement plus jeune que lui. Pendant qu'il parle, Yuki désigne le Shuki se tordant au sol et se demande à voix haute s'ils peuvent simplement le laisser là. Avant que Ni ne puisse répondre, Imari fait irruption, déchaînant une rafale assourdissante de son bras mitrailleuse, et la créature est instantanément déchiquetée. Yuki regarde, choqué par les tirs imprudents si près d'eux, mais Imari ne s'excuse pas. Au lieu de cela, elle le gronde pour avoir bavardé le premier jour, puis exige nonchalamment un petit déjeuner dans les prochaines minutes. Wow, calme-toi Jamal. Irrité par son ton autoritaire, Yuki marmonne dans sa barbe. Mais Imari lui rappelle sèchement qu'il devrait être reconnaissant, car c'est uniquement grâce à la décision de Kyuka qu'il a été autorisé à rejoindre leur unité d'élite. Avalant sa frustration, Yuki se retire dans la cuisine et prépare un petit déjeuner complet. Shushu applaudit avec enthousiasme en se servant. Kyuka accepte calmement sa cuisine. Et même Himari, malgré sa fierté, demande une deuxième portion. Yuki ressent une vague de satisfaction à leur approbation, jusqu'à ce que la réalité le frappe que ses
contributions jusqu'à présent se résument à peu de choses de plus que d'être la bonne de l'équipe. Frustré, il demande à Kyuka quel est son rôle, et Kyuka explique calmement qu'elle ne l'appellera pour le combat que lorsque ce sera nécessaire. Jusque-là, ses tâches consistent à entretenir le dortoir. Yuki ouvre la bouche pour protester, mais la lame de Himari se presse soudainement contre son cou. Avant que les tensions n'escaladent, Kyuka intervient et rappelle à Yuki que ce dortoir est réservé aux guerrières, mais que ses compétences exceptionnelles en nettoyage le rendent précieux. Cependant, elle le prévient froidement que s'il essaie quelque chose de bizarre, elle lui arrachera personnellement son glizy. Plus tard dans la journée, Yuki est à la tour de guet du dortoir pour admirer la vue étendue de Matou. Mais en bas, aux sources chaudes privées, Himari entre pour prendre un bain. Ouais, mec. Yuki panique, s'efforçant de se cacher. Mais derrière, Chouchou apparaît soudainement. En utilisant sa capacité à rétrécir et grandir à volonté, elle prétend l'avoir observé toute la matinée et le taquine en disant qu'il espionne comme un pervers. Avant que Yuki puisse s'expliquer, elle prend une photo et déclare qu'il est un pervers. Il panique et la supplie de supprimer la photo, mais Chouchou refuse. Au lieu de cela, elle annonce qu'il sera désormais son esclave secondaire tout comme il l'est pour Kyuka. Acculé, Yuki accepte à contre-cœur. Bientôt, il se retrouve à nettoyer la chambre en désordre de Chouchou, pendant qu'elle se prélasse sur son lit en feuilletant des bandes dessinées romantiques. Repérant son téléphone à proximité, Yuki tente désespérément d'effacer la photo compromettante, mais Chouchou le récupère rapidement. Elle le surprend en train de tenir ses sous-vêtements, et il se fiche d'horreur, s'attendant à ce qu'elle crie, mais elle hausse simplement les épaules. Pour Chouchou, Yuki n'est pas un homme, c'est un animal de compagnie, utile seulement pour le ménage et les corvées. Yuki hésite, puis demande si elle est vraiment d'accord pour qu'il lave ses sous-vêtements. Sans répondre, Chouchou sourit, prend une autre photo et l'ajoute fièrement à sa collection croissante de matériel de chantage. Vaincu, Yuki quitte sa chambre pour tomber sur Kyuka et Himari qui s'entraînent dehors. Kyuka démontre des techniques précises, expliquant qu'une attaque parfaite doit être rapide, tranchante et implacable, ne laissant aucune place à l'ennemi pour riposter. Comme par hasard, un Shuki traverse la porte et elle le tranche instantanément d'un seul mouvement fluide, prouvant sa domination en tant que chef d'escouade. Yuki regarde avec admiration, rappelé du monde dangereux dans lequel il vit maintenant, et promet silencieusement de ne jamais la mettre en colère. À ce moment-là, Nae lui tapote l'épaule en lui demandant de s'occuper de Chouchou pendant qu'elle assiste à une réunion avec Kyuka et Himari. Yuki proteste, mais Nae insiste sur le fait que Chouchou est en réalité gentille. Seul avec Chouchou à nouveau, Yuki est immédiatement mis au travail pour lui masser le dos. D'abord frustré, il est rapidement distrait par son point de vue, débattant silencieusement s'il doit se plaindre ou rester silencieux. Chouchou demande nonchalamment pourquoi il est si doué pour les massages, et Yuki explique qu'il a appris en s'occupant de sa sœur. Elle partage qu'elle a aussi des sœurs, mais après avoir perdu son père, elle a été élevée dans une école de filles. Cela explique sa curiosité à son égard et sa décision de le faire sien. Yuki proteste, confus par sa logique, mais Chouchou insiste sur le fait que le plus important est de s'amuser, car pour elle, combattre les Shuki, c'est comme être la vedette d'une bande dessinée d'action. Après le massage, elle le défie à un jeu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yuki accepte, confiant qu'il va gagner, mais elle ajoute une condition. Le perdant doit enlever un vêtement. Déterminé à gagner, Yuki joue sérieusement mais perd manche après manche, se retrouvant finalement en caleçon. Chouchou exige qu'il enlève aussi cela. Alors qu'elle s'approche, Yuki panique et essaie de s'en sortir par la parole, l'avertissant que voir le corps d'un homme pourrait la choquer. Chouchou rit seulement et agrandit sa forme, le maîtrisant sans effort, le plaquant comme une poupée. Elle lui enlève son caleçon puis éclate de rire de manière incontrôlable à cause de son petit TikTok. L'humiliation est profonde, mais avant que Yuki puisse réagir, une explosion massive secoue le dortoir. Un gigantesque Shuki a franchi le bouclier, fissurant sa barrière d'un seul coup. Chouchou ordonne à Yuki de rester en arrière avant de grandir pour égaler la taille de la créature. Elle échange des coups avec le monstre, prenant d'abord l'avantage. Mais lorsqu'un deuxième Shuki encore plus grand arrive, elle est frappée violemment et commence à faiblir. Yuki veut aider mais ne peut pas se transformer sans l'ordre de Kyuka. Puis il se souvient que lorsqu'ils ont formé leur contrat, il a gagné du pouvoir en léchant sa main. Désespéré, il court vers les quartiers de Kyuka à la recherche de quelque chose portant son odeur. D'abord, il essaie ses gants, mais cela ne donne rien. Puis son chemisier, mais seulement une transformation partielle. Enfin, il trouve ses bottes, inhale le parfum concentré et déclenche une transformation complète. De retour sur le champ de bataille, la forme à moitié transformée de Yuki provoque le rire de Chouchou. Mais il l'ignore et lui ordonne de maintenir le Shuki en place. Surpris par sa confiance, elle obéit. Canaliser toute sa force empruntée, Yuki assène un seul coup dévastateur, détruisant le monstre instantanément. Épuisé, il tombe de la tour, atterrissant maladroitement entre les formes rebondies de Chouchou. Elle ne le gronde pas. Au lieu de cela, elle le taquine pour son entêtement, amusée par sa défiance malgré sa faiblesse. Lorsque le reste de l'équipe revient, Kyuka masse les blessures de Yuki comme une récompense pour lui. Yuki demande des informations sur le bouclier de protection, et Kyuka explique qu'il est fabriqué à partir de pêche enchantée et se régénérera automatiquement tant que les dégâts sont mineurs. Avant de les congédier, Kyuka réprimande Chouchou pour son imprudence et lui ordonne d'aider Yuki avec les tâches ménagères en guise de compensation. Alors que les autres partent, Chouchou saute sur le dos de Yuki en affichant un sourire malicieux alors qu'elle lui montre une autre photo compromettante. Yuki regarde avec incrédulité, réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire. Chouchou, quant à elle, s'éloigne en fredonnant, déjà en train de planifier son prochain stratagème. Un autre jour, Kyuka décide d'emmener Yuki visiter une autre escouade à travers les portails magiques qui se connectent à la ville de Yamagaya. Yuki cligne des yeux de surprise lorsque Kyuka change en vêtements décontractés. La voir sans uniforme le surprend un instant par sa beauté, mais il reprend rapidement sa contenance, commentant maladroitement que cela fait du bien d'être à nouveau dans le monde des humains. Kyuka lui dit cependant de profiter de l'air frais autant qu'il le peut car ses petites vacances ne dureront pas longtemps. Pendant ce temps, de retour au dortoir, Chouchou cherche Yuki, mais trouve Nae dans la salle de stockage à la place. Quand elle demande où Yuki est allé, Nae l'informe avec désinvolture que Kyuka l'a emmené. En entendant cela, Chouchou réalise quel jour c'est.
De retour dans le monde des humains, Kyuka conduit Yuki dans un cimetière tranquille. Elle s'arrête devant une grande pierre tombale et explique que c'est le mémorial pour ceux qui sont morts lors de l'incident de la montagne Gasan à Uzawa où des démons ont attaqué. Parmi les démons, il y en avait un en particulier, le unicorne, qui a réussi à s'échapper ce jour-là. Kyuka était encore jeune à l'époque, mais elle n'a jamais oublié. Debout devant le mémorial, elle avoue que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle est si déterminée à combattre les démons. Après avoir rendu hommage, Kyuka est prête à repartir. Mais Yuki l'arrête doucement en suggérant qu'ils prennent une courte pause. Il indique un magasin de parfait à proximité, insistant pour qu'elle l'essaie. Au début, elle hésite, mais finit par accepter un arrêt rapide. Alors qu'il s'assoit, Yuki lui confie qu'il comprend ses sentiments plus qu'elle ne le pense. Il a aussi perdu sa sœur dans une attaque de démons, donc il connaît le poids du regret et de la vengeance. Mais il l'avertit que si elle continue à s'obséder, elle s'épuisera avant d'atteindre son objectif. Pour la première fois, Kyuka soupire doucement et lui offre un petit sourire. Quand le parfait arrive, Kyuka en prend une bouchée et semble vraiment apprécier quelque chose pour une fois. Yuki, quant à lui, reste bouche bée. Voir son sourire lui rappelle celui de sa sœur d'il y a longtemps, ravivant de vieux souvenirs qu'il pensait avoir enfouis. Mais soudain, le téléphone de Kyuka sonne avec un avertissement urgent. Elle ordonne immédiatement à Yuki de se transformer pour qu'il puisse retourner au dortoir le plus vite possible. À son arrivée, Kyuka lui ordonne de se changer. Mais ensuite, elle lui dit de la suivre à la place. Kyuka lui permet de retirer ses vêtements avant qu'elle ne change en uniforme, lui offrant une vue qui ferait saliver n'importe quel homme. Une fois que Kyuka a fini de s'habiller, la situation redevient sérieuse. Des rapports indiquent que plusieurs cratères apparaissent soudainement et que des démons en sortent. Nae scanne rapidement les environs en utilisant sa compétence de détection et confirme qu'il n'y a pas d'humains dans la zone et qu'il s'agit essentiellement d'un repère de démons. Yuki, maintenant complètement motivé, se prépare avec le reste de l'équipe alors qu'il se dirige vers le site. Puis ils arrivent sur le champ de bataille. Avec Chouchou se transformant en sa forme géante, elle écrase le cratère comme un nid de fourmis. Himari enchaîne avec son bras mitrailleur, fauchant les démons restants. Pour ceux qui survivent, Kyuka et Yuki sont prêts à les achever. Mais juste au moment où Kyuka termine de donner ses instructions, une attaque inattendue frappe par derrière. Le démon Uniorn apparaît, et à son sommet se trouve une femme mystérieuse qui tire soudainement une décharge dévastatrice sur Himari, la renversant. Kyuka s'avance immédiatement, exigeant des réponses. La femme se présente calmement comme quelqu'un qui déteste la force de défense des démons et possède sa propre pêche magique, lui conférant un pouvoir immense. Elle engage ensuite Kyuka dans une bataille féroce, sa force et sa vitesse égalant celle de Kyuka coup pour coup. Au milieu du combat, la femme commence à parler de son beau petit frère et de la façon dont elle le cherche. Lorsqu'un démon mineur s'approche soudainement d'elle, elle le fixe avec une telle intention meurtrière pour avoir interrompu son histoire. Mais Yuki observe, et quelque chose dans ce regard mortel ravive des souvenirs de sa sœur. Alors que la femme continue de se battre, elle provoque le groupe de Kyuka, disant qu'ils ne savent rien du véritable pouvoir du monde des démons. Elle tourne son attention vers Yuki, mais lorsque leurs regards se croisent, il y a une brève pause, une étrange lueur de reconnaissance entre eux. Cette distraction momentanée permet à Kyuka de frapper, libérant Yuki de l'emprise de la femme. Cependant, au lieu de continuer le combat, la femme mystérieuse se retire sur son démon unicorne. Furieuse, Kyuka ordonne à Yuki de la poursuivre, mais il choisit plutôt d'aider Himari et Chouchou blessés. En les voyant inconscients, Kyuka réalise qu'elle doit prioriser leur sécurité et annule la poursuite. De retour au dortoir, Himari et Chouchou sont soignés pour leurs blessures. Et plus tard dans la nuit, à huis clos, Yuki reçoit ce que Kyuka appelle sa récompense sous la forme de ses oranges pressées par les pieds de Kyuka. Tout en le taquinant, Kyuka caresse son visage avec ses pieds et discute de la mystérieuse femme démon. Elle admet qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Yuki, encore en convalescence, dit que la femme ressemblait étrangement à sa sœur qui a disparu il y a des années après une attaque de démons. Kyuka suppose que la femme pourrait être à la recherche de son propre frère, ce qui pourrait expliquer sa réaction en voyant Yuki. Plus tard dans la soirée, Yuki prépare le dîner, toujours perdu dans ses pensées à propos de la possibilité que la femme démon soit vraiment sa sœur perdue depuis longtemps. Son tourment intérieur est interrompu lorsque Nae le réprimande légèrement pour avoir laissé la casserole déborder. Étonnamment, Nae ne reste pas fâchée. Au lieu de cela, elle le remercie sincèrement pour son aide pendant la bataille et promet de le soutenir à l'avenir. Yuki sourit et la rassure, la qualifiant de gentille et lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, la femme mystérieuse, Aoba, est vue en train de faire son rapport à son chef tandis qu'une fille aux cheveux courts nommée Coco soigne ses blessures en les léchant pour les guérir. Aoba sait déjà la vérité que Yuki est en effet son frère, mais elle se demande pourquoi il est allié avec Kyuka. De retour au dortoir, Yuki prend un bain quand Chouchou surgit soudainement derrière lui, ayant l'air complètement rétabli et aussi espiègle que jamais. Elle lui demande en plaisantant de se retourner, le taquinant sans relâche. Yuki hésite, sachant que c'est probablement l'un de ses pièges pour une autre photo compromettante. Mais quand elle commence à lui laver le dos, il suppose qu'elle porte un maillot de bain et se retourne, seulement pour se retrouver face à ses atouts en pleine vue. Affolé, Yuki sort précipitamment du bain, paniqué et embarrassé, pour se heurter directement à Himari, qui est en train d'enlever ses protecteurs de pêche. Elle se transforme alors en bête furieuse, prête à découper Yuki en morceaux. Avant que le chaos n'éclate cependant, un portail s'ouvre soudainement dans le couloir. En sortent deux membres de l'Escouade 6, Tenka et Yachiho, qui taquinent rapidement Yuki pour être le nouvel esclave de l'équipe Sept. Les deux s'assoient avec l'équipe de Kyuka, et Kyuka lève immédiatement un sourcil, exigeant de savoir pourquoi elles sont là. Tenka sourit légèrement et va droit au but. Elle explique qu'elle est là à cause d'un avertissement urgent du quartier général. Il y a un démon sous forme humaine, un démon exceptionnellement puissant. Les supérieurs ont ordonné à toutes les équipes de coopérer si une autre attaque se produit. Avant que Yuki ne puisse même assimiler cela, Yachiho tourne ses yeux perçants et psychotiques vers sa propre sœur, Himari, et se moque de sa jeune sœur pour s'être évanouie lors de la dernière mission.
déshonorant le nom de la famille Azuma et les humiliant tous. Himari serre les poings, tremblant de colère. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Kyuka intervient. Elle a également entendu parler de l'attaque de l'Escouade 3 par le même démon à apparence humaine, et elle précise qu'il est nécessaire de travailler ensemble. Cependant, Yachio n'en a pas fini. Un rire moqueur et glacial s'échappe d'elle alors qu'elle se tourne de nouveau vers Himari, la rejetant comme rien de plus qu'un poids mort. La frustration de Himari brûle plus fort, mais Kyuka le remarque immédiatement et intervient avant que cela ne mette en péril la mission. Elle propose un duel en tête-à-tête entre les deux équipes pour tester la force des combattants de chaque escouade. Les lèvres de Tenka s'incurvent en un sourire espiègle, clairement intriguée, et elle accepte de revenir avec toute son équipe pour le défi. Après le départ de l'escouade 6, Himari se tourne vers Kyuka, son expression désespérée et déterminée. Sans hésitation, elle implore de l'aide, suppliant d'utiliser Yuki pour l'entraînement. Kyuka accepte mais l'avertit que la victoire nécessitera force, discipline et sacrifice. Himari hoche la tête fermement, déclarant sans mots qu'elle fera tout ce qu'il faut. Plus tard, Himari entraîne Yuki dehors pour commencer l'entraînement. Par des démonstrations et des gestes, elle explique que sa capacité est l'apprentissage. En observant, copiant et adaptant, elle peut reproduire des techniques qui ne sont pas les siennes. Et son objectif actuel est simple, étudier et maîtriser le pouvoir de Kyuka. Ensemble, elles s'aventurent dans une tanière de démons à proximité pour s'entraîner. Yuki entre en contact physique avec Himari, déclenchant sa transformation. Mais cette fois, la forme est différente. Ce n'est pas une réplique exacte du pouvoir de Kyuka. La nouvelle forme de Yuki est plus rapide, mais plus faible en force brute. Pourtant, la vitesse améliorée de Yuki suscite une montée de confiance chez Himari. En le regardant se battre, elle commence à croire qu'elle peut vaincre Yachio. Au moment où ils terminent l'entraînement, ils sont tous deux épuisés. Mais le corps d'Himari lui montre soudainement sa couverture de pêche, ce qui la choque. Yuki balbutie, détournant rapidement le regard, et explique maladroitement que le pouvoir de Kyuka a un système de récompense, et qu'en l'absence de récompense, sa forme améliorée ne se stabilisera pas. Himari hésite, ses joues devenant cramoisies, avant d'accepter à contre-cœur de fournir la récompense et de l'étouffer avec. Ensuite, Yuki suggère à Himari de considérer changer de capacité, mais elle lui rétorque que ce n'est pas si simple. Son pouvoir nécessite une compatibilité et ne peut pas être changé sur un coup de tête. Yuki marmonne quelque chose à propos de son système de récompense étant maladroit, mais Himari l'ignore et révèle sa raison plus profonde de se battre. Elle révèle la vérité qu'elle vient de la prestigieuse famille Azuma, renommée pour produire des générations de puissants guerriers. Mais comparée à ses sœurs, elle a toujours été considérée comme faible, un échec qui déshonore constamment le nom de la famille. Ce fardeau écrasant la pousse à travailler plus dur que quiconque. En entendant son honnêteté, Yuki cesse de la taquiner et hoche la tête en signe de reconnaissance silencieuse. La tension entre eux s'adoucit et il promet de l'aider, mais sans la laisser prendre la grosse tête. Il continue à élaborer des stratégies tard dans la soirée. Le plus grand obstacle reste la capacité terrifiante de Yachio, la manipulation du temps. Pendant ce temps, loin de là, Yachio s'arrête au milieu d'une conversation, sentant instinctivement les manigances d'Himari et savourant l'idée d'écraser sa petite sœur faible. Le lendemain, Himari emmène Yuki pour un entraînement encore plus intense. Elle partage sa théorie selon laquelle la manipulation du temps de Yachio est puissante, mais consomme énormément d'endurance. Si elles peuvent la forcer à brûler de l'énergie rapidement, une ouverture apparaîtra. Elle remarque aussi la pose étrange de Yachio lorsqu'elle se charge, une vulnérabilité qu'elles peuvent exploiter. Yuki suggère de se concentrer entièrement sur la vitesse pour minimiser les chances de Yachio d'activer son pouvoir. Himari est d'accord, lui demandant de canaliser sa puissance dans ses jambes. Ses mouvements deviennent beaucoup plus rapides, mais ses attaques perdent de la force. Lorsque sa transformation se termine, Himari lui tapote doucement la tête, reconnaissant silencieusement son amélioration, mais lui rappelant qu'il reste encore un long chemin à parcourir. Plus tard, il change de lieu pour la prochaine phase de l'entraînement. Cette fois, Kyoka supervise, observant silencieusement avant d'intervenir. Elle montre à Himari l'importance de combattre aux côtés de Yuki, et pas seulement de le commander à distance. La réalisation se fait instantanément. Himari monte sur le dos de Yuki, le guidant directement et sa force augmente. Leurs attaques deviennent plus précises, plus rapides et bien plus efficaces. Jour après jour, ils s'entraînent sans relâche, perfectionnant cette technique jusqu'à ce que leurs mouvements se synchronisent parfaitement. Chaque session réussie se termine par Yuki recevant ses récompenses habituelles, dont il ne se plaint jamais. Enfin, le jour du duel arrive. L'escouade 6 arrive tôt avec Tenka, Yachio et Sahara. Pendant que Himari et Chouchou se baignent avant le combat, Sahara glisse tranquillement dans l'eau et s'endort sur le champ, les surprenant. Après le bain, Himari sort, seulement pour être interceptée par Yachio. Sa sœur aînée se penche et se moque de Himari sans avoir besoin de beaucoup de mots. Pendant un instant, la confiance de Himari vacille, mais Yuki arrive juste à temps. Son regard fixe la rassure sur la force qu'elle a acquise grâce à l'entraînement. À l'extérieur du dortoir, la tireuse de l'escouade Dix arrive en tant que juge désigné. Levant les mains, elle invoque une barrière protectrice massive autour de l'arène, garantissant qu'aucun combattant ne puisse subir de blessures mortelles. Enfin, le duel commence. Himari et Yachio se font face. La tension entre elles est étouffante. La règle est simple, combattre jusqu'à ce qu'un camp ne puisse plus continuer ou se rendre. Yachio bouge en premier, se moquant de sa sœur sans relâche, confiante dans sa victoire. Mais Himari utilise son arrogance contre elle. Avec la vitesse améliorée de Yuki, elle lance une attaque surprise dès le départ, prenant Yachio au dépourvu. Pourtant, Yachio sourit, imperturbable.
Le temps se fracture lorsqu'elle le manipule et le champ de bataille se réinitialise en un instant. Mais Imari s'est entraînée pour cela. Anticipant la manipulation de Yachiho, elle pivote instantanément, changeant de stratégie en plein mouvement. Avec Yuki à ses côtés, elle se prépare à contrer de front le pouvoir de distorsion temporelle de Yachiho. Plus tôt, après le bain, Imari, déterminée à apprendre tout ce qu'elle peut sur Yachiho, demande à Sahara si sa sœur s'est entraînée, et Sahara, arborant son air fatigué habituel, révèle que Yachiho n'a pas pratiqué du tout, maintenant son attitude insouciante, comme si le duel ne demandait aucun effort. La remarque de Chouchou sur le fait que Yachiho ne prend pas Imari au sérieux déclenche une tempête silencieuse en elle, et cette connaissance devient le carburant pour la vaincre. Lorsque le duel commence, Imari et Yuki mettent immédiatement en œuvre leur stratégie secrète, qu'elles ont pratiquée sans relâche. Yuki se propulse haut dans les airs avec une vitesse incroyable. Ses mouvements sont vifs et précis. Yachiho, confiante et posée, lève son pistolet modifié et se prépare à activer sa capacité signature, ayant l'intention de remonter le temps et de prendre le contrôle du combat. Mais Imari anticipe cela. Au moment où Yachiho prend sa position de visée, Imari redirige la trajectoire de Yuki, le menant dans une plongée rapide et inattendue. La manœuvre soudaine leur permet de porter un autre coup, frappant Yachiho directement. Malgré l'impact, Yachiho réagit sans hésitation, remontant le temps pour annuler les dégâts et observant attentivement les mouvements d'Imari. Cette fois, elle se prépare à utiliser son arrêt du temps, visant à geler complètement le champ de bataille et à obtenir un avantage. Pourtant, lorsque le temps reprend, Yuki et Imari sont déjà hors de sa portée effective. L'énergie gaspillée l'irrite, mais c'est exactement ce qu'Imari veut. En utilisant la taille et la vitesse de Yuki, Imari manœuvre autour de Yachiho avec des mouvements rapides et erratiques, forçant sa sœur à tourner et à suivre constamment. La tactique perturbe le rythme de Yachiho, rendant plus difficile pour elle de prévoir leur approche. La détermination de Imari brûle de plus en plus fort à chaque seconde qui passe, et Yuki, ressentant sa volonté inébranlable à travers leur connexion, se sent renforcée par sa résolution. La clé de leur stratégie réside dans la confusion et la désorientation, en maintenant un mouvement incessant tout en attaquant sous des angles imprévisibles. Grâce à l'observation, Imari a mémorisé les schémas de Yachiho, identifiant les postures spécifiques qu'elle utilise pour activer ses techniques. En exploitant ses habitudes, Imari force Yachiho à avoir des réactions prévisibles, prenant progressivement le contrôle du déroulement du combat. Cependant, Yachiho est loin d'être imprudente. Sous son calme tordu se cache une préparation plus profonde, et elle dévoile sa technique cachée, Prime Time. Avec cette capacité, elle étend son contrôle temporel bien au-delà de ses limites habituelles, arrêtant le temps pendant plus de 5 secondes complètes. Dans ce moment suspendu, Yachiho vise calmement et tire 2 fois, une fois sur Yuki, une fois sur Imari. Lorsque le temps reprend, les deux s'effondrent sous le coup inattendu. Pendant un bref instant, Yachiko se tient victorieuse. Mais l'effort a un coût. L'utilisation prolongée de Prime Time épuise sévèrement son énergie, rendant ses mouvements plus lents et moins coordonnés. Alors que Himari est sur le point d'abandonner, Yuki la motive en soulignant à quel point Yachiko est faible. Himari, bien que secouée, voit la faiblesse que Yuki mentionne. Avec la force de Yuki circulant encore à travers leur connexion, Himari se force à se relever. Son corps tremble d'épuisement, mais son esprit reste vif, refusant d'accepter la défaite. La force de sa sœur l'a toujours dominée. Mais cette fois, Himari porte le poids de sa propre détermination et de la confiance de Yuki derrière elle. Yachiho prépare un autre tir, reprenant sa pose signature, mais Himari change de tactique. Au lieu de rester sur le dos de Yuki, elle saute en plein élan, disparaissant de la ligne de mire directe de Yachiho. Distrait, Yachiho tire instinctivement, ne touchant rien. Au même instant, Himari surgit de dessous elle, lui tirant directement dans le cou avant qu'elle ne puisse réagir. Le coup atteint parfaitement. Yachiho vacille, l'incrédulité se lisant sur son visage avant qu'elle ne s'effondre finalement, son corps s'enfonçant dans le sol de l'arène. Chouchou et Nae éclairent d'excitation, acclamant bruyamment la victoire d'Himari. Kyoka observe silencieusement avec une fierté tranquille la brillance tac-tac qu'Himari affiche. Même Tenka, habituellement détaché, reconnaît la compétence derrière la victoire, conseillant à Sahara de considérer la défaite comme une occasion de s'améliorer. Ensuite, l'arbitre les soigne, et Yachiho, reprenant conscience, se souvient des fois où Himari tombait malade à cause de l'entraînement. Sa détermination implacable étant rejetée comme de la naïveté. Mais en étant témoin de cette croissance de première main, elle reconnaît la force qu'Himari a acquise. Doucement, elle félicite Himari pour sa victoire et lui propose de revenir dans leur famille en tant qu'égale. Himari, cependant, n'a pas l'intention de rentrer chez elle et déclare que son équipe est sa maison. Son refus brise silencieusement la confiance de Yachiho, mais Sahara et Tenka la réconfortent rapidement, sachant bien que sa fierté acérée cache souvent son affection compliquée. De retour au dortoir, les conséquences se déroulent en silence. Himari, encore pleine d'adrénaline, attrape une boisson. Mais lorsque Yuki s'approche pour prendre la sienne, elle l'attire vers elle et l'embrasse profondément, partageant l'eau fraîche entre eux. L'acte intime sert de récompense tacite pour l'avoir soutenu pendant le combat. Ailleurs, Yachiho et Tenka échangent des réflexions sur le duel, et Tenka la réprimande pour avoir sous-estimé son adversaire. Yachiho reconnaît silencieusement que le manque de force brute de Yuki prolonge le combat, mais elle admet à contre-cœur l'ingéniosité de sa coordination avec Himari. Pendant ce temps, Chouchou cherche Himari et Yuki, seulement pour tomber sur les deux toujours enlacés dans une étreinte passionnée de lutte de langue, leur proximité sans retenue après l'intensité du combat. Puis c'est au tour de Sahara d'affronter Chouchou. Mais à l'insu de ces chasseurs de démons, au-delà du bouclier protecteur de Gina, de puissants démons les observent, prêts à frapper. Avec Sahara face à Chouchou, les deux condamnent sur la force brute, et l'atmosphère devient tendue alors que le match commence.
Le cœur de Chouchou bat plus vite, sa motivation monte en flèche, non seulement pour la victoire, mais aussi à l'idée d'impressionner Yuki. Elle se promet de tout donner pour gagner. Dès le début, les deux décident de se battre uniquement à main nue, et la force incroyable de Sahara combinée à sa vitesse surprenante fait d'elle une adversaire imprévisible, tandis que la présence imposante et la puissance brute de Chouchou lui donnent un avantage certain. Leur affrontement ressemble à deux combattants enfermés dans une cage, aucun ne voulant reculer, chaque coup porté avec une intention déterminée. Mais Sahara, étant la fainéante avec peu de cardio, se fatigue rapidement. Réalisant qu'elle ne peut pas prolonger le combat, elle déclare qu'elle va libérer sa véritable capacité, le mouton fou. Chouchou, tout aussi impatiente, réagit de la même manière, activant sa propre transformation avec Paradigm Shift et agrandissant son corps de manière spectaculaire. L'excitation envahit Sahara. Son énergie monte en flèche alors qu'elle invoque sa forme de mouton fou, entrant en phase 3, un état qui lui confère à la fois plus de vitesse et de force. Lorsque Chouchou la projette au sol avec un coup de poing brutal, Sahara se rétablit instantanément, bondissant avec une gifle cinglante sur le visage de Chouchou. La capacité de Sahara repose sur le timing. Plus elle maintient ses poussées de puissance courte, plus sa force devient dévastatrice. Elle exploite la taille accrue de Chouchou, transformant son cadre plus grand en une cible facile. Soudain, des rochers dentelés jaillissent dessous l'arène, une distraction astucieuse qui déséquilibre Chouchou. À cet instant, Sahara lui assène un coup écrasant à l'estomac, la projetant au sol. Le cœur de Yuki se serre en voyant Chouchou tomber, mais elle se redresse, refusant d'abandonner. Sahara la nargue silencieusement avec un sourire confiant, mais l'expression de Chouchou se durcit, car cette bataille est loin d'être terminée. Ses pensées dérivent brièvement vers les conversations taquines de ses camarades de classe sur la romance. Il lui avait dit qu'elle finirait par comprendre ce que cela signifie de se soucier profondément d'un garçon qu'elle aime, de se battre pour plus que la fierté seule. À l'époque, elle avait rejeté leurs paroles. Mais maintenant, debout devant Sahara, souffrante mais pas brisée, elle comprend enfin. Elle veut que Yuka voie sa force, et elle veut qu'il la regarde gagner. Sahara lui fait signe de réduire sa taille, pour une meilleure mobilité, mais Chouchou refuse. Elle embrasse le chaos, préférant des attaques audacieuses et écrasantes aux tactiques subtiles. Rugissant de détermination, elle devient encore plus grande que la forme finale du titan des reines, et se lance haut dans les airs, s'écrasant vers Sahara comme une météorite en chute. Sahara essaie de repousser mais est saisie en plein mouvement, projetée violemment au sol alors que Chouchou la cloue sous sa masse imposante. Pendant un instant, Sahara semble vaincue, son corps inerte contre le sol de l'arène. Chouchou fait un geste vers Gina pour confirmer le chaos. Mais avant que le premier compte ne commence, le corps de Sahara se redresse de manière anormale. Ses yeux sont à demi clos, sa conscience apparemment disparue. Pourtant sa posture se transforme en une forme parfaite. Yuki regarde avec stupeur tandis que Yachio sourit simplement, pleinement consciente de ce qui se passe. Elle explique que c'est le pouvoir caché de Sahara, quand son corps s'éteint alors que sa capacité reste active. Ses instincts prennent complètement le dessus, lui accordant un contrôle terrifiant. C'est un état de combat pur et sauvage, une frénésie sans retenue, tout comme le chevreau pleurnichard, Zenitsu. Sahara se précipite en avant avec une force irrésistible, frappant Chouchou à plusieurs reprises dans un flou de mouvement. L'intensité pure submerge les défenses de Chouchou, la laissant essoufflée et meurtrie jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement sous l'assaut implacable. Le round est terminé et Sahara gagne. Gina se précipite pour soigner Chouchou, mais dans le processus, sa chemise se déchire, laissant ses deux orbes gélatineux rebondir librement. Nai la couvre immédiatement, et Kyoka appelle Chouchou à revenir sur la touche pour se reposer et récupérer. Chouchou essaie de cacher ses émotions, mais une fois loin de la foule, les larmes montent à ses yeux. Perdre devant Yuki fait plus mal qu'elle ne veut l'admettre. Dans sa chambre, elle sombre dans le silence, luttant contre le sentiment d'inutilité. Quand Yuki frappe doucement à sa porte, offrant des mots rassurants, elle le repousse, lui disant d'oublier sa défaite. Pourtant, les mots de Yuki persistent, car il croit qu'elle n'est pas faible, que sa force est réelle, et qu'elle avait presque gagné. Son cœur vacille. Désespérée de détourner son attention de l'amertume de la défaite, elle demande à Yuki de fermer les yeux. Il hésite, mais s'exécute, seulement pour être stupéfait lorsque Chouchou l'embrasse doucement, lui coupant le souffle et le laissant sans voix. Elle n'explique pas directement, laissant seulement entendre qu'elle veut remplacer sa tristesse par quelque chose d'inoubliable. Dehors, Nae explore le périmètre, mais ne ressent rien d'inhabituel, jusqu'à ce qu'elle aperçoive deux femmes mystérieuses debout sur une falaise. Une femme aux longs cheveux noirs établit soudain un contact visuel, et Nae sent son esprit envahi par une présence inconnue. Un avertissement glaçant résonne dans ses pensées, indiquant qu'un danger est proche. Quelques instants plus tard, une horde de démons émerge des ombres, se ruant vers l'arène. Gina lève son bouclier, confiante en sa solidité, mais la situation s'aggrave lorsqu'un des démons s'avance, une figure imposante différente des autres, parlant avec une intelligence humaine. D'un seul coup, il brise complètement la barrière de Gina. Kyoka appelle immédiatement à mettre fin au duel, et cela s'est transformé en véritable bataille. Tenka se déplace rapidement, évacuant Gina et Nae en sécurité tandis que les autres se préparent au combat. Chouchou, nouvellement guéri, revient sur le terrain aux côtés de Sahara, leur rivalité temporairement oubliée alors qu'ils combattent l'ensemble contre la horde. Imari affronte le démon humanoïde, le chef, mais il la rejette, déclarant qu'elle n'est pas celle qu'il cherche. Refusant de le laisser s'échapper, elle lance une attaque, mais est repoussée alors que le démon invoque la foudre. Mais Yachio pousse Imari hors de danger et prend le commandement de la confrontation. Imari, comprenant son intention, se regroupe plutôt avec Kyoka et Yuki. Ensemble, ils élaborent un plan pour faire de Yuki leur atout. Imari et Kyoka combinent leurs pouvoirs avec les siens, déclenchant une transformation semblable à une évolution finale.
Le corps de Yuki déborde d'énergie, sa vitesse amplifiée et sa force magnifiée au-delà de toute reconnaissance, le transformant en seigneur de guerre. Sur un autre front, Yachio affronte le démon humanoïde aux côtés de Tenka, le chef du 6e terrain. Gina, toujours la fan dévouée, ne supporte pas d'être éloignée de l'action. Alors Nae lui permet de lier leurs sens, lui permettant de voir la bataille à travers sa perspective. À travers les yeux de Nae, Gina observe l'extraordinaire démonstration de Kyoka, résultat non seulement de la puissance, mais d'années d'entraînement acharné et de sacrifices pour mériter son leadership. Alors que le combat s'intensifie, l'agilité de Yachio la sauve à plusieurs reprises, mais le démon s'adapte rapidement à cette attaque. Une explosion dévastatrice déchire le champ, arrachant le bras de Yachio et désactivant sa pose signature. La douleur parcourt son corps, mais elle refuse de céder. En utilisant ses jambes, elle reconstruit le geste, activant son pouvoir et remontant le temps pour restaurer son bras. Mais le prix est élevé, et son énergie s'épuise rapidement, la laissant vulnérable. Le démon prépare une autre explosion massive, mais avant qu'il ne puisse frapper, Tenka s'avance. Avec un sourire serein et une confiance tranquille, elle révèle le tas de démons tombés derrière elle, annonçant sans mots que le champ est dégagé. Maintenant, la véritable bataille entre les deux leaders commence. Le démon considère Tenka et la force de défense comme des minables, croyant qu'ils sont trop faibles pour mériter son attention. Avec une soudaine explosion de foudre, il lance une attaque, forçant Tenka à esquiver à travers ses portails. Elle réapparaît derrière lui, délivrant un coup de pied haut, mais le démon esquive sans effort et contre-attaque avec un coup explosif. Tenka l'évite une fois de plus, utilisant son portail stratégiquement et invoque un trou noir miniature pour blesser légèrement la créature. Enragé par la blessure, le démon déchaîne toute sa puissance dans une frappe dévastatrice. Mais Tenka se téléporte rapidement derrière lui et lui assène un coup de poing puissant au visage, le propulsant dans les airs. En utilisant son pouvoir de trou noir à son apogée, elle engloutit complètement le démon, l'effaçant de l'existence, et le combat se termine presque instantanément. De loin, Yuki et les autres regardent avec fierté, bien que Yuki ressente une peur inquiète face à la force écrasante de Tenka. Il est étonné de voir comment Kyoka veut être le leader de tous, y compris de quelqu'un d'aussi puissant que Tenka, et Kyoka écarte la difficulté avec confiance, en entendant que Yuki veut aussi être un héros ici à Matu. Ensuite, l'équipe se réunit pour une brève réunion. Nae rapporte qu'un autre démon humain est toujours en liberté, mais admet qu'elle ne peut pas le localiser malgré sa surveillance. Himari rapporte également ne trouver aucune trace. Chouchou suggère que la capacité de trou noir de Tenka pourrait avoir effacé des indices potentiels. Nae s'excuse pour son échec, mais Kyoka et Tenka la rassurent, la félicitant d'avoir localisé 2 démons avant le début des attaques, ce qui a évité des dégâts plus graves. Tenka félicite ensuite Yuki pour ses contributions, reconnaissant son impact pendant le combat. Gina, qui assiste à sa performance, reconnaît enfin sa valeur et lui demande même un autographe. Pendant ce temps, Himari remercie Yachio de l'avoir sauvé. Mais Yachio, affichant son ego habituel, la taquine pour qu'elle revienne dans la famille. Mais Himari refuse à nouveau l'offre, laissant Yachio bouder en silence. Tenka et Kyoka conviennent tous deux de déclarer le combat nul, et le groupe décide de rentrer chez lui. Ce soir-là, Yuki se dirige vers le bain tandis que Himari et Kyoka le rejoignent, l'aidant à se laver comme si elle dorlotait un roi pour sa récompense. Kyoka se presse contre son dos, le massant tout en lui demandant s'il est épuisé, et Yuki admet que le combat l'a vidé, après avoir affronté 2 maîtres à la fois. Elle suggère d'approfondir leur lien, mais décide de le laisser se reposer pour l'instant. Plus tard dans la nuit, Nae dessine les 2 démons humains qu'elle a aperçus plus tôt. Ces dessins les rendent plus mignons qu'ils ne le sont réellement, laissant Yuki sans voix. Himari chuchote que le quartier général publiera les croquis officiels plus tard. Kyoka, cependant, sent que ces 2 démons sont différents de tous ceux qu'ils ont rencontrés auparavant. Dans sa chambre, Yuki réfléchit au démon mystérieux ressemblant à sa sœur, se demandant pourquoi elle n'est pas réapparue et si elle appartient à un groupe différent. Perdu dans ses pensées, il s'endort, ignorant que plus tard dans la nuit, Tenka entre discrètement dans sa chambre avec de sinistres intentions. Quelques jours plus tard, Yuki, Kyoka et Himari visitent le dortoir du groupe 6. Tenka les accueille chaleureusement et demande à Himari de rencontrer les autres membres, tandis qu'elle discute de stratégie avec Kyoka. Tenka demande à Yuki de l'aider avec les tâches ménagères, ce qu'il accepte sans hésitation. Cependant, le dortoir est étonnamment propre comparé à celui du groupe 7, ne lui laissant que la lessive à faire, en particulier laver les housses de parcelles des filles. Malgré ses efforts, il a du mal à garder son calme et rougit profondément tout au long de la tâche. Ensuite, Yuki livre un colis dans la chambre de Yachio. Nerveux quant à sa réaction, il frappe doucement, mais sans réponse. Il entre pour laisser le paquet. Ce qu'il voit le stupéfie. La pièce est couverte de photographies d'Himari. Des petites photos encadrées aux affiches gigantesques. Ébranlé, il pose silencieusement le paquet sur la table la plus proche et se précipite dehors. Dans le salon, Yuki rencontre Sahara, endormie sur le canapé, semblant absolument irrésistible. Troublé, il essaie de la couvrir, mais Sahara l'attire instinctivement, le piégeant contre elle. En tant que lutteuse, elle le coince entre ses jambes, le laissant partager entre inconfort et sensations inattendues. Finalement, Sahara se réveille et aide Yuki à organiser le linge dans les chambres des membres. Ensemble, ils entrent dans la salle de sport où ils trouvent Himari en train d'observer l'entraînement de Yachio. Sahara taquine Himari, lui demandant si elle admire Yachio malgré leur rivalité. Hésitante au début, Himari admet qu'elle admire les compétences et les réalisations de Yachio, ce qui la motive à la surpasser un jour. Sahara partage ensuite sa théorie sur la pêche magique, suggérant que le pouvoir qu'elle accorde varie selon l'individu. Selon elle, la capacité d'apprentissage d'Himari reflète son désir de grandir comme Yachio, tandis que le pouvoir temporel de Yachio symbolise son souhait de passer plus de temps avec sa sœur.
Gêné, Imari rejette cela comme une réflexion excessive, bien que Yuki trouve la théorie de Sahara étonnamment convaincante. Après l'entraînement de Yachiho, Imari lui offre une serviette comme un rare geste de gentillesse, mais Yachiho refuse de le reconnaître. Sahara rit, se demandant à haute voix quelle serait la réaction de Imari si elle découvrait un jour la chambre de Yachiho. Et cette pensée met Yuki mal à l'aise, conseillant de ne pas se faire d'illusions. Pendant ce temps, dans une pièce séparée, Kiyoka et Tenka discutent de la menace démoniaque. Bien qu'il n'y ait aucun signe de danger immédiat, Kiyoka insiste pour frapper en premier au lieu d'attendre. Tenka est d'accord, mais exprime son inquiétude quant au nombre inconnu de démons humains. Alors que Kiyoka suppose que Tenka en a déjà vaincu 4, Tenka avertit que leur bataille est loin d'être terminée. Ailleurs, un camp de base caché abrite les démons humains restants. L'une des figures que Nei a repérées avec le récemment vaincu Reiren est présente. Grâce à une fille aux cheveux noirs nommée Shikoku, Reiren survit. Shikoku, ayant déjà écrasé le groupe 3 lors d'une rencontre précédente, analyse soigneusement la bataille. Reiren soutient qu'il aurait pu gagner contre Tenka et exige la présence de Joryu, une guerrière amazonienne imposante aux cheveux blancs. Shikoku le fait taire, affirmant que leur véritable stratégie ne commence que lorsque les 8 membres sont réunis. Malgré les plaintes de Reiren concernant l'implication d'autres démons humains, Shikoku accueille la complexité qu'ils apportent au plan. De retour au dortoir, après avoir conclu sa réunion avec Kiyoka, Tenka lui demande nonchalamment de lui prêter Yuki pour être son esclave. Surprenant Kiyoka, Tenka déclare que sa vie est devenue insupportablement ennuyeuse et qu'elle cherche à soulager ce vide en faisant de Yuki sa source personnelle de réconfort et de plaisir après des journées épuisantes. En échange, elle offre son soutien total à la promotion de Kiyoka au poste de commandant suprême en promettant son vote. Mais Kiyoka reste impassible, refusant de compromettre ses principes et son membre. Elle a l'intention d'atteindre ses ambitions par sa propre force plutôt que de compter sur des compromis ou des raccourcis. Lorsque la réunion se termine, Tenka laisse entendre de manière désinvolte son désir de passer du temps en privé avec Yuki, ce qui irrite visiblement Kiyoka. Sur le chemin du retour au dortoir, Kiyoka explique la situation à Yuki et Imari. Yuki assimile la révélation avec choc, réalisant que Tenka le veut pour elle-même, comme un jouet personnel pour ses frustrations. Cette pensée le perturbe profondément, surtout que ses responsabilités envers le dortoir de la 7e escouade consomment déjà la plupart de son temps, lui laissant peu de place pour sa liberté personnelle. Plus tard dans la nuit, tandis que les filles occupent le bain, Yuki est allongé, agité, sur son lit. La confusion le submerge alors qu'il peine à comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi puissant et beau que Tenka chercherait quelqu'un comme lui. Il aspire à devenir un héros à part entière, et non un simple jouet pour l'amusement de quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, un éclair soudain d'un portail violet s'ouvre dans sa chambre sans avertissement. Tenka entre sans être invité et Yuki se fige, surpris par son intrusion soudaine, surtout après l'avertissement de Kiyoka plus tôt. Tenka réduit lentement la distance entre eux, sa présence écrasante pesant sur lui, et elle lui dit qu'elle le veut comme petit ami, pas comme esclave. Son regard se fixe sur le sien, inflexible, et elle se penche plus près jusqu'à ce que la tension devienne insupportable. Sans hésitation, elle presse ses lèvres contre les siennes et elle glisse son manteau de ses épaules, ses intentions claires alors qu'elle veut qu'il fasse avancer l'intrigue avec elle. Yuki hésite et lui demande de lui donner du temps pour réfléchir, mais sa décision ne fait que l'amuser davantage. Soudain, la porte s'ouvre brusquement sans avertissement. Chouchou entre, seulement pour se figer instantanément devant la scène qui se déroule. En quelques instants, Yuki et Tenka se retrouvent traînés au salon où Kiyoka les attend avec un regard perçant. L'atmosphère devient tendue alors que Kiyoka confronte Tenka avec une autorité silencieuse. Tenka, imperturbable et sans remords, déclare son intention de revendiquer Yuki. Kiyoka reste ferme et dit à Tenka de rentrer chez elle, mais avant de partir, elle dit à Yuki qu'elle le veut ardemment avant d'ouvrir un portail et de partir, laissant Yuki déconcerté et essoufflé. Le lendemain matin, Kiyoka rassemble Yuki et les autres pour une nouvelle phase d'entraînement. L'équipe écoute attentivement, incertaine du processus, mais Kiyoka se souvient du moment où Imari a monté Yuki pendant la bataille, notant le changement dramatique dans ses attributs. Pour enquêter davantage, elle prévoit de tester sa compatibilité avec différents membres. Nept se porte volontaire en premier. En grimpant sur le dos de Yuki, elle tire sa chaîne, déclenchant une transformation immédiate en une forme que Kiyoka nomme l'étoile brillante. Le corps de Yuki émet une lueur aveuglante et il commence à tester ses nouvelles capacités. Bien que sa force physique soit plus faible que lorsqu'il est associé à Imari, sa perception sensorielle s'améliore considérablement. Sa vision s'affine jusqu'à une précision quasi parfaite, mais il commence à paniquer lorsque sa nouvelle capacité lui offre un service aux fans accidentel, que tout homme cultivé apprécierait. Il désactive rapidement la capacité, se sentant embarrassé, mais Kiyoka reconnaît le potentiel immense de cette forme pour détecter les Shukis cachés. La tension de la transformation finit par faire des ravages, forçant Yuki à revenir à son état normal. Nei le récompense impulsivement d'un doux baiser sur la joue avant de s'écarter. En voyant cela, Chouchou veut aussi le récompenser, peut-être même en lui offrant une récompense plus significative. Alors, avant que Yuki ne puisse se remettre, Chouchou exige impatiemment son tour. Kiyoka hésite mais l'autorise avec une stricte prudence. En se liant avec Yuki, Chouchou lui accorde la forme Iwatuchi, augmentant considérablement sa force mais au prix d'une vitesse réduite, rendant la forme impraticable pour certains combats. En essayant d'améliorer encore ses capacités, Chouchou active son changement de paradigme, mais au lieu de renforcer Yuki, son propre corps s'agrandit en une forme imposante. Voyant cela, Kiyoka dit à Chouchou que Yuki est inutile avec elle comme partenaire, donc ils ne devraient plus jamais se combiner. Bien que légèrement déçue, elle porte Yuki avec soin, le ramenant en sécurité pour se reposer. Kiyoka décide de privilégier la forme de Nei pour les stratégies futures, mais avant que l'entraînement puisse continuer, Nei se précipite à l'école. Yuki, encore perplexe face à la double vie de Nei, l'accompagne en partie. Pendant leur promenade, Nei révèle la disparition de ses parents lors d'un incident à Mato, la déclaration de leur mort par
par les autorités et sa conviction inébranlable qu'ils vivent encore quelque part. Yuki se retrouve à associer sa détermination à sa propre recherche de sa sœur disparue. Pendant ce temps, Kyoka rencontre Tenka pour déjeuner et leur discussion dérive vers le commandant suprême, qui négocie apparemment directement avec les Shukis dans l'espoir de résoudre les crises de Mato en cours. Kyoka considère cela comme dangereux, ne faisant pas du tout confiance aux motivations des Shukis. Tenka l'informe d'une conférence à venir où tous les commandants seront convoqués et promet un soutien total à la 7e escouade de Kyoka, ce que Kyoka accepte avec joie. Plus tard, Kyoka retourne au dortoir avec Tenka, surprenant Yuki à son arrivée. Alors que Yuki va chercher des boissons pour leur inviter, Tenka le taquine subtilement, provoquant un malaise chez Nei et Kyoka. Avant que les tensions n'augmentent, une alarme d'urgence brise le moment alors que plusieurs portails se sont ouverts à travers Mato, signalant une menace imminente. Yuki, Kyoka et Tenka se précipitent vers le champ de bataille, où Imari et Chouchou sont déjà engagés dans le combat. Tenka propose son aide, mais Kyoka refuse, déterminé à prouver la loyauté et la force de Yuki à ses côtés. Alors que Yuki se transforme, il ressent immédiatement l'attention accrue de Kyoka, et elle lui rappelle qu'il est son esclave et celui de personne d'autre. Ensemble, leurs attaques se synchronisent parfaitement, submergeant même Tenka et Chouchou par leur coordination sans faille. La bataille s'intensifie alors que un Shuki modifié émerge, différent de tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Kyoka tranche la créature en deux, mais elle se régénère instantanément, choquant toute l'équipe. Forcés de s'adapter, Kyoka et Yuki combinent leurs pouvoirs, libérant la puissante technique de la croix de l'âme. Le coup dévastateur anéantit complètement le Shuki muté. Depuis un point de vue caché, Shikoku observe le combat aux côtés de Joryu. Fasciné par l'adaptabilité inattendue de l'humanité, Shikoku étudie leurs performances de près tout en doutant de leur survie à long terme. Après la bataille, Yuki réfléchit aux méthodes d'entraînement implacables de Kyoka et réalise que sa discipline stricte l'a poussé à dépasser ses limites. Kyoka, satisfaite de sa progression, s'autorise un léger sourire. Pendant ce temps, Tenka contemple le potentiel de Yuki avec un sourire en coin, car pour la première fois depuis des années, l'excitation s'éveille en elle. Yuki et Kyuko avancent à travers le champ de bataille, leurs lames abattant les Shukis restant un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun debout. Alors que la poussière retombe, Kyuko pose une main douce sur la tête de Yuki, un geste rare d'approbation silencieuse, et la fierté gonfle en lui, pensant qu'un jour, il pourra être fort et la sauver. Pour sa récompense, poussé par un désir de reconnaissance plus profonde, Yuki la soulève comme une princesse et Kyuko se penche en avant et lui offre un doux baiser, une récompense plus précieuse que des mots. Les deux retournent au dortoir où le groupe partage ensemble du thé. Yuko regarde Yuki avec fierté devant les autres, et la pièce se remplit de chaleur, jusqu'à ce que Tenka apparaisse à l'improviste. Elle pose sa main sur la tête de Yuki sans hésitation et le félicite pour ses capacités incroyables, un geste qui suscite une irritation visible chez Chouchou. Alors qu'une bagarre ludique s'ensuit, Kyuko ne peut que regarder avec agacement, ce que Yuki remarque. À contre-cœur, Yuki se souvient de son enfance quand il a affronté des brutes, mais sa sœur est arrivée et les a battus, ce qui a encouragé Yuki à faire de même. En voyant cela, sa sœur l'a serré dans ses bras, fière de le voir si fort. Les filles écoutent en silence, absorbant chaque détail de son passé et l'influence que sa sœur a eue sur son caractère. Une fois sa curiosité satisfaite, Tenka s'en va, laissant derrière elle une pièce silencieuse. Yuki, épuisé par le combat et les souvenirs, saisit l'occasion de se reposer. Soudain, Nei se fige, ses sens aiguisés détectant un trouble à l'intérieur de Mato, et le changement dans son expression avertit instantanément le groupe. Kyuko réagit sans hésitation, signalant à Chouchou et Himari de partir. Les deux partent en voiture, arrivant juste à temps pour intercepter une fille en imperméable jaune acculée par des Shuki. Himari s'approche prudemment, mais avant qu'elle ne puisse offrir des assurances, la fille frappe sans prévenir. Un coup dévastateur envoie Imari en arrière, la forçant à bloquer à la dernière seconde. La fille se débarrasse de son imperméable, se révélant être Coco, un Shuki humanoïde, et son intention de détruire la force de défense contre les démons rayonne à travers son aura. Imari retrouve rapidement son équilibre, égalant la vitesse et la force de Coco coup pour coup. Imari arrête alors le combat et lui dit que les humains veulent négocier avec eux, mais son adversaire ne montre aucun intérêt pour la diplomatie. Sans possibilité de négociation, Imari et Chouchou s'engagent dans une bataille féroce. À mesure que le combat s'intensifie, Coco est de plus en plus impressionné par l'adaptabilité de Imari, ses attaques devenant plus précises en réponse. Pendant ce temps, Chouchou élimine des vagues de Shukis réguliers, ignorant jusqu'à ce qu'il soit trop tard qu'un d'entre eux, Aoba, est un autre Shuki humanoïde caché parmi le chaos. Ailleurs, Yuki termine son bain et il se sent fier de devenir peu à peu un Tchad avec sa carrure. Le bref calme est interrompu lorsque Kyuko entre sans prévenir, l'informant avec urgence de la bataille en cours et sans hésitation, Yuki s'équipe. Ensemble, ils se précipitent dans la mêlée, leur arrivée marquée par le choc de l'acier et les hurlements de créatures monstrueuses. Au milieu du chaos, Kyuko remarque une silhouette familière observant silencieusement de loin, Aoba, regardant comme un fantôme dans la brume. La confrontation s'intensifie lorsque Aoba mord dans une pêche particulière, son pouvoir augmentant instantanément alors qu'une lueur surnaturelle l'entoure. Avec un seul ordre, elle force le corps de Yuki à l'immobilité, ses membres verrouillés contre sa volonté. L'équipe vacille sous le choc, et Kyuko, reconnaissant le danger écrasant, est forcée de battre en retraite.
Aoba avance avec un calme déconcertant, déclarant que la mission est accomplie alors que Yuki est saisi. La réalisation frappe comme la foudre que toute la bataille a été orchestrée pour l'enlever. Imari et Chouchou exigent de continuer à se battre, mais Kyuko les surpasse, ordonnant une retraite pour se regrouper et se préparer aux conflits à venir. Yuki se réveille plus tard dans une pièce inconnue, son corps affaibli par la bataille et un son étrange parvient à ses oreilles. En tournant la tête, il trouve Coco en train de le soigner en le léchant de haut en bas. La confusion et le malaise s'affrontent dans lui, mais avant qu'il ne puisse réagir, Aoba, sa sœur, s'avance. Lorsqu'elle voit ce que fait Coco, Aoba l'attaque, exigeant une explication, mais Naon intervient, arrêtant le conflit et explique la nature curative de Coco, sa salive fonctionnant comme un restaurateur naturel. En entendant cette explication, Yuki réalise que toutes ses blessures ont disparu, tandis qu'Aoba remercie fièrement Coco pour son aide et la chouchoute de toutes parts. Voyant cela, Yuki reconnaît Aoba comme sa sœur, et Aoba le serre rapidement dans ses bras pour la première fois depuis des années, laissant Yuki en larmes. Plus tard, vêtue de vêtements propres, Yuki suit Aoba à travers le sanctuaire caché qu'elle appelle maintenant chez elle, un village isolé prospérant au cœur de la nature sauvage de Mato. La communauté se soutient de manière indépendante, sans l'influence de la force de défense contre les démons et sans dépendre des pêches de Mato. En marchant, Aoba présente Coco et Naon comme des hybrides, c'est-à-dire moitié humains, moitié monstres, tout en précisant que leurs âmes restent entièrement humaines malgré leurs formes altérées. La transformation, explique-t-elle, provient d'un accident survenu il y a longtemps. Pour l'instant, Yuki est libre de se déplacer dans le village. Malgré sa gratitude, il les supplie de considérer une trêve avec la force de défense contre les démons, mais ses espoirs sont rejetés. Pour eux, l'organisation est un ennemi en qui on ne peut pas avoir confiance. Et à ce moment-là, Yuki ressent vraiment la soif de sang émanant d'eux. Aoba, sentant la tension, change doucement de sujet, louant sa croissance et sa résilience tout en admirant silencieusement le chemin parcouru. Non loin, Naon et Coco échangent des regards subtils, réalisant tous deux que Yuki n'est pas entièrement de leur côté. Soudain, la faim de Yuki le trahit avec un faible grondement. Aoba s'éloigne brièvement pour préparer de la nourriture, le laissant aux soins de Coco et Naon. Curieux des ressources uniques du village, Yuki observe Coco mâcher un champignon Mato particulier. Lorsqu'il se penche pour l'examiner, une hallucination inattendue le submerge, des images vives de brioches à la viande fumante inondant ses sens. En un instant, il essaie de manger toutes les brioches à la viande, et quand Aoba revient, elle est confuse quant à ce qui se passe. Elle le guide vers une falaise tranquille où le vent porte le parfum de la nature sauvage de Mato. Là, Aoba explique que son pouvoir provient entièrement d'elle-même et que ce sont les pêches de Mato qui ont déclenché sa transformation. De retour au dortoir, Imari soigne les blessures de Chouchou, tandis que Nei avoue son incapacité à localiser Yuki, même après avoir contacté d'autres escouades. L'inquiétude se répand comme une traînée de poudre, bien que Kyuko s'isole, verrouillant sa porte alors que le poids de la capture de Yuki pèse lourdement sur elle. Malgré les ordres stricts du commandant suprême interdisant tout engagement avec les Shukis humanoïdes, Kyuko refuse de rester silencieuse. Dans la solitude de sa chambre, elle contemple le lien de Yuki avec elle, et une réalisation soudaine la saisit. Elle se précipite en bas où les autres attendent, et son instinct la guide avec une certitude inébranlable qu'elle perçoit l'existence de Yuki, son corps réagissant à la faible connexion qui les lie. À travers ce lien, elle est devenue une balise vivante, capable de le suivre à travers Mato. Poussée par une détermination inébranlable, Kyuko organise rapidement l'équipe, assignant à Nei de rester en arrière et de se préparer au pire, tandis que les autres se préparent à partir. Juste au moment où l'équipe se prépare pour leur mission, un portail scintillant s'ouvre devant eux, ses bords ondulants comme une lumière liquide. De l'intérieur, Tenka émerge aux côtés de ses alliés, prête à apporter toute leur force pour sauver Yuki. Et le groupe part. Aoba se prépare à expliquer à Yuki comment elle est devenue un hybride Shuki dans Mato, mais Naon intervient, insistant pour raconter d'abord sa propre histoire, même si elle est profondément traumatisante. Naon commence par se rappeler son passé de mannequin, une personne qui aspirait à la beauté et luttait contre l'inévitabilité de l'âge. Sa vie change à jamais lorsqu'elle subit un incident à Mato. Désespérée, elle consomme une pêche de Mato, cherchant à survivre. La pêche lui accorde du pouvoir, mais à un coût dévastateur. Son corps et son visage sont transformés. Entourée de Shuki, elle combat avec sa nouvelle force, les vainquant avant de s'effondrer d'épuisement. Lorsqu'elle se réveille, elle se trouve dans un centre de recherche sur les Shukis à l'intérieur de Mato. Une femme âgée l'informe de son état modifié, bien que l'explication ne fasse que la confondre davantage. Et à ce moment-là, elle ne comprend pas encore qu'elle est devenue un Shuki humanoïde. Lorsque la femme lui demande de coopérer en tant que sujet de recherche pour trouver un remède aux incidents de Mato, Naon est horrifiée, réalisant que son corps a été irréversiblement changé et qu'elle est maintenant traitée comme un sujet de test. Elle fond en larmes. Yuki écoute avec incrédulité, alors que Naon partage son histoire. Elle explique ensuite qu'elle y a fini par découvrir une capacité unique, le pouvoir de traverser les objets, ce dont lui permet de s'échapper avec ses compagnons. Coco poursuit avec son propre récit, révélant que la plupart d'entre eux partagent des expériences similaires, bien que leurs évasions soient différentes. Elle explique que l'histoire d'Aoba est encore plus dure. Après avoir consommé une pêche, elle manque de se perdre complètement, succombant à la folie d'un Shuki. Pendant des années, elle a lutté contre les pulsions menaçant d'effacer son humanité. Ce n'est qu'après avoir repris le contrôle qu'elle trouve Naon, Coco et les autres villageois cachés. C'est pourquoi, dit Coco, elle est déterminée à protéger Yuki. En entendant cela, Yuki insiste sur le fait que leurs histoires doivent être racontées au monde, mais Aoba rejette l'idée comme inutile. Elle soutient que le dortoir Yin-Yang bénéficie trop de Mato pour y renoncer, malgré le pouvoir de le fermer. L'existence même de hybrides comme eux, affirme-t-elle, est la preuve de cette corruption.
Koko, ne voulant pas se retenir, déclare qu'ils devraient prendre d'assaut le dortoir Yin-Yang, le détruire et sauver leurs camarades. Soudain, des Shuki émergent autour d'eux, surprenant Yuki. Calmement, Aoba et les autres présentent leurs Shuki personnels, chacun plus fort que la moyenne. Naon assure Yuki qu'ils sont toujours prêts à lancer une attaque sur le dortoir Yin-Yang. Yuki essaie de les raisonner, suggérant que la force de défense des démons se révolterait si elle connaissait la vérité. Mais Aoba révèle qu'elle a déjà un plan, affirmant que même le commandant suprême est au courant de la corruption du dortoir. Ces mots enflamment le groupe avec la détermination de frapper. Yuki les exhorte à attendre, insistant sur le fait que Kyuko soutiendra leur cause. Pourtant, Aoba ne l'entend pas, mais ses sens s'aiguisent soudainement et elle détecte quelque chose qui approche. D'une voix autoritaire, elle ordonne à ses gens de se déplacer comme prévu. Pendant ce temps, Kyuko, Tenka et les autres arrivent à l'extérieur du village caché. Kyuko explique que son corps la guide, l'attirant vers la présence de Yuki dans une grotte. Elle ordonne à l'équipe de donner la priorité au sauvetage de Yuki et d'éviter les combats inutiles car ils n'ont pas l'autorisation du commandant suprême. Cependant, elle accorde la permission de se battre si les Shukis humanoïdes attaquent en premier. Tenka sourit légèrement, remarquant que Kyuko comprend maintenant la douleur de presque perdre quelqu'un. Sans avertissement, des Shukis surgissent du sol. Yachio réagit instantanément, activant son pouvoir Golden Time pour sauter 5 secondes dans le futur, les anéantissant sans effort. Le sol tremble alors violemment lorsque Koko et son géant Kuma arrivent, ouvrant une entrée dans la grotte. Kyuko assigne rapidement Chouchou et Sahara pour affronter Koko, tandis qu'elle et les autres entrent pour sauver Yuki. À l'intérieur de la grotte, le groupe s'émerveille de son ampleur, découvrant un réseau inexploré que même leurs équipes d'exploration n'ont jamais cartographié. Alors que Tenka se prépare à ouvrir un portail pour avancer plus loin, le Shuki de Naon se matérialise pour bloquer leur chemin. Imari et Yachio s'avancent, insistant pour gérer le combat, tandis que Kyuko et Tenka continuent d'avancer. Yachio sourit avec anticipation, ravi de combattre aux côtés de sa sœur, Imari. Plus profondément à l'intérieur, Yuki reste avec Aoba jusqu'à ce que Kyuko et Tenka les confrontent. Aoba tente de raisonner avec eux, mais sa colère s'enflamme lorsqu'elle voit Tenka téléporter Yuki en toute sécurité. Animé par la colère, Aoba se prépare à attaquer. Kyuko déplace Yuki vers une chambre plus sûre dans le village caché. Une fois là, elle se penche vers lui, impatiente de lui offrir une récompense pour sa survie. Elle commence par sucer doucement ses doigts, un geste qui fait détourner le regard de Tenka avec malaise. Pourtant, elle se joint bientôt à elle, léchant les doigts de Yuki aux côtés de Kyuko. Avant que le moment ne se prolonge, Aoba fait irruption, furieuse à cette vue, et interrompt. Elle se jette sur eux, mais Yuki l'intercepte, suppliant le calme. De retour au dortoir, Nae s'affaire à préparer de la nourriture et des futons pour le retour de Yuki et des autres. Bien que l'inquiétude la ronge, elle se force à être optimiste, rangeant chaque recoin du dortoir en prévision. Pendant ce temps, Chouchou et Sahara tentent de raisonner Koko. Mais Koko, résolu, insiste pour se battre. N'ayant pas le choix, ils acceptent le défi. La bataille commence, inconscient que Joryu observe depuis l'ombre, ayant suivi leur emplacement. Yuki saisit l'occasion pour parler, et il demande à Aoba d'arrêter, et de lui permettre de partager son histoire avec Kyuko et Tenka. Après avoir entendu Yuki raconter le passé de sa sœur, Kyuko exprime sa volonté d'aider Aoba à détruire le dortoir Yin-Yang, à condition que son histoire soit vraie. Mais Aoba rejette l'offre catégoriquement, déclarant qu'elle fera du mal à quiconque, commandant ou allié, qui essaiera d'interférer. Kyuko se tourne vers Yuki, affirmant que si Aoba persiste, elle la combattra, comme c'est le devoir de la force de défense des démons. Aoba répond en liant Yuki avec son pouvoir, et en invoquant son Union Shuki, pour combattre Kyuko, tandis qu'elle-même défie Tenka. Avant que le duel ne commence, Tenka se présente et se moque d'Aoba en l'appelant sa belle-sœur, ce qui l'exaspère. Dehors, Koko submerge Sahara avec sa vitesse et sa force brute. Sahara trouve des ouvertures pour riposter, mais les mouvements de Koko sont glissants, rendant ses frappes inefficaces. Alors que Sahara est presque consumée par le Shuki de Koko, Chouchou intervient pour la sauver. Chouchou essaie d'écraser la créature mais découvre que sa résilience est inégalée. Koko les nargue, se déclarant leur pire adversaire, dont les capacités les rendent impuissants. Ailleurs, Imari et Yachio continuent de combattre le Shuki de Naon. Finalement exaspéré, Yachio active Golden Time, arrêtant le temps lui-même et tirant sur le Shuki avec aisance. Pourtant, avant de tomber, la créature riposte, déchirant les vêtements de Yachio. Embarrassée mais soulagée par sa victoire, Yachio est prise au dépourvu lorsqu'elle réalise qu'Imari est acculée par Naon elle-même. Depuis son point de vue caché, Joryu part rapidement, se précipitant pour faire son rapport à Shikoku. À sa base, Shikoku enfile ses vêtements et déclare que le moment est venu de se présenter à Aoba et aux autres comme leur dieu. Pendant ce temps, Nae se tient devant le dortoir, son uniforme de service impeccable, les mains serrées alors qu'elle prie silencieusement pour le retour sain et sauf de Yuki et des autres. Dans les profondeurs du village caché, le chaos envahit le champ de bataille. Aoba libère des faisceaux aveuglants de lumière concentrée, forçant Kyuko et Tenka à se contorsionner pour éviter la désintégration. Yuka, piégée à portée de main, lutte désespérément pour dénouer le ruban au col d'Arata, sachant que c'est la clé pour briser son contrôle. Kyuko stabilise ses pensées grâce à son rituel de calme, mais le poids de l'absence de Yuka ronge sa concentration, épuisant sa force. Sa lame bouge néanmoins, implacable alors qu'elle entaille la carapace blindée de l'Unicorn. Chaque coup résonne dans ses bras. Pourtant la retraite est impensable. Pendant que Kyuko combat la bête, Tenka affronte directement Aoba. Aoba charge avec une vitesse monstrueuse, ses mouvements aiguisés par une précision meurtrière. Pourtant, Tenka évite non seulement par instinct, mais par maîtrise. Sa téléportation s'étendant au-delà de simples éclairs, enchaînant des centaines de déplacements instantanés successifs. Aoba, frustré, mord dans une pêche, son aura gonflant violemment alors que sa force augmente.
Ses cheveux fouettent comme des flammes. Des lasers jaillissent de sa bouche, et sa vitesse dépasse la perception. Tenka se prépare, pleinement consciente du danger, mais refusant de céder. En tant que commandante, elle révèle son atout caché, la téléportation en rafale, couche après couche, plus rapide que la vue améliorée d'Arata ne peut suivre. Aoba, imperturbable, change de stratégie, pressant l'attaque pour épuiser l'endurance de Tenka, sachant que même son don a des limites. Ailleurs, Sahara et Chouchou affrontent Coco et son colossal Shuki. La bête se dresse, ses écailles brillants comme de l'acier, un cauchemar tiré du souvenir le plus sombre de Mato. Chouchou le reconnaît instantanément, car c'est le même Shuki qui a causé un désastre il y a des années, sa peau étant célèbre pour résister à l'annihilation. Coco rit, se moquant de leur frappe futile, son pouvoir régénératif guérissant les blessures aussi vite qu'elles se forment. Ses railleries sont cinglantes, révélant des intentions plus sombres que la simple victoire. La destruction complète du dortoir Yin-Yang. Chouchou, humiliée et furieuse, signale la formation S. Coco se prépare à une technique dévastatrice, seulement pour voir Sahara saisir la petite Chouchou et la lancer directement dans le corps du Shuki. S'élargissant en plein vol, Chouchou éclate à l'intérieur de la bête, la déchirant de l'intérieur. Avant que Coco ne puisse réagir, Sahara arrache un croc du monstre abattu et le lui enfonce profondément. Coco s'effondre, s'étouffant avec son propre sang, mais lutte pour se régénérer en utilisant sa salive. Des ombres environnantes, de nouveaux Shukis émergent. Sahara, épuisé par le combat, chancelle, laissant Chouchou seul face à la horde qui avance. Au cœur du village caché, un autre affrontement se déroule. Imari vacille, transpercé par la lame de Naon, son sang tachant le sol de la caverne. Yachiho réagit instantanément, invoquant son pouvoir Prime Time pour remonter le temps et annuler le coup fatal. Mais Naon s'adapte, attaquant sous des angles imprévisibles, forçant Yachiho à utiliser son pouvoir à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'épuisement se rapproche à chaque réinitialisation. Imari se rétablit, tranchant à travers les Shuki inférieurs dans une frénésie, mais Yachiho l'avertit que la pression sur son pouvoir risque de la faire s'effondrer. Imari refuse de battre en retraite. Son sourire s'élargit, sauvage et débridé, alors que son corps se transforme. Ses cheveux se transforment en canons étincelants. Son corps s'arme d'une brillance surnaturelle, une métamorphose née de son temps dans la force de défense contre les démons. Yachiho regarde avec admiration alors que Imari tire une salve dévastatrice, détruisant la caverne et exposant la position cachée de Naon. Yachiho fige le mouvement de Naon avec des rembobinages précis, offrant à Imari l'ouverture pour anéantir le Shuki de Naon et la blesser profondément. Naon, chancelante et vaincue, murmure qu'elle retournera à Aoba, mais Imari lui refuse la clémence. Des flammes de détermination brûlent derrière son regard, inébranlable même lorsque Yachiho offre un refuge. Imari a changé et est devenu quelque chose de plus dangereux que Yachiho ne peut comprendre. Sur le front principal, Tenka clignote et disparaît, se téléportant sans relâche alors qu'elle tend son piège. Au moment où Aoba se surestime, Tenka la coince, offrant à Kyuko une ouverture pour frapper. Aoba vacille mais se rétablit instantanément, son pouvoir intact. Tenka riposte avec Omnomitori, attirant Aoba dans son emprise, mais hésite à lui faire du mal, incapable de blesser la sœur de Yuki. Cette hésitation lui coûte cher. Un laser déchire le flanc de Tenka, la projetant à côté de Yuki. Saignante et essoufflée, Tenka avertit Yuki de la force croissante d'Aoba, admettant qu'elle s'est retenue par compassion. La confession déstabilise Arata, sa fureur luttant contre une émotion inconnue qu'elle ne peut réprimer. Tandis qu'Arata vacille, Yuko en prophète, avançant avec une férocité renouvelée. Avant que l'élan ne change, Coco et Naon apparaissent, brisés et vaincus. Quelques instants plus tard, Chouchou, Sahara, Imari et Yachiho arrivent, se regroupant aux côtés de Yuki. Entouré et surpassé, Aoba reste défiant, refusant de se rendre tant que le dortoir Yin-Yang n'est pas en ruine. Puis, le champ de bataille change. Le plafond de la caverne se fend. La lumière cascade alors qu'une présence divine descend. Joryu arrive, Shikoku à ses côtés. Naon et Coco sont saisis sans effort, dépouillés de leur volonté en un seul mouvement. Shikoku avance, sa voix froide et autoritaire. Elle rejette toute association avec Coco ou les Shuki inférieurs, déclarant sa véritable identité, le 8e dieu du tonnerre, souverain de tous les Shuki au sein de Mato. Le poids de son nom fige Yuki et Kyuko sur place. Pour démontrer sa suprématie, Shikoku anéantit le Shuki brisé de Coco d'un simple éclat de puissance. Puis, sans pitié, elle s'immisce dans le lien d'Aoba et le déchire. Le Shuki d'Aoba se tord violemment alors que son allégeance est rompue et reforgée sous la volonté de Shikoku, se transformant en une abomination monstrueuse. La bête rugit et se jette sur son ancien maître. Aoba se fige, l'horreur gravée sur son visage. À cet instant, Yuki éclate en une lumière radieuse, se transformant tandis que Kyuko saute sur son dos. Ensemble, ils chargent, frappant le Shuki déchaîné pour protéger Aoba de l'annihilation. De retour au dortoir, les capteurs de Nae s'activent avec des pics d'énergie soudains. Les relevés s'affinent, révélant l'impossible, alors que Yuki et les autres se tiennent maintenant devant Shikoku elle-même. Une peur glaciale saisit son cœur alors qu'elle réalise l'ampleur de l'ennemi qu'ils affrontent. Il y a des années, Kyoko vivait paisiblement dans sa ville natale, croyant qu'elle resterait une fille ordinaire pour toujours. Cette illusion s'est brisée lorsqu'un incident de Mato a dévasté sa ville, laissant derrière lui un traumatisme et une perte qu'elle porterait à vie. À partir de ce jour, elle a juré de devenir plus forte, se consacrant à devenir quelqu'un qui pourrait protéger les autres là où personne n'avait pu la protéger. Maintenant, des années plus tard, Yuki et Kyuko affrontent le monstrueux Shuki d'Aoba dans une bataille désespérée. La bête se dresse devant eux, ses attaques sont implacables et précises. Yuki lutte contre sa force écrasante mais refuse de battre en retraite. Rassemblant toute sa détermination, il se jette en avant et plante ses dents dans son bras acéré, déchirant sa carapace. L'acte téméraire mais sans peur impressionne même Shikoku qui observe silencieusement de loin. L'attaque de Yuki offre à Kyuko une ouverture fugace, une opportunité qu'elle refuse de gaspiller. Animée par la rage et la détermination
détermination, Kyuko canalise chaque souvenir de sa ville natale détruite dans sa lame. Ses mouvements s'affinent, ses frappes sont délibérées et implacables, portant le poids de ses années d'entraînement. Yuki retient le Shuki avec des chaînes forgées par son pouvoir, liant ses membres et le forçant à rester immobile. Avec le chemin dégagé, Kyuko se lance en avant et libère l'aboutissement de sa puissance. Une entaille décisive si précise et puissante qu'elle coupe la bête en deux. Le champ de bataille tombe silencieux. Yuki et les autres regardent avec admiration le corps sans vie du Shuki s'effondrer. Shikoku, témoin de la démonstration de force de Kyuko, se retire dans l'ombre. Pourtant, en partant, son regard ne se pose pas sur Kyuko, mais sur Yuki. Kyuko lève sa lame haut, dédiant la victoire à la mémoire de sa ville natale détruite. Elle appelle Yuki à rassembler les autres, déterminée à se regrouper et à sécuriser leur position. L'attention de Yuki, cependant, se tourne immédiatement vers sa sœur, Aoba, qui est blessée à proximité. Bien que secouée, Aoba le rassure qu'elle va bien, redirigeant son inquiétude vers ses amis Naon et Koko. Elle insiste pour les sauver, refusant d'abandonner quiconque. Kyuko promet sa protection sans hésitation, et Tenka se joint à elle, jurant d'aider la cause d'Aoba et d'empêcher toute interférence du dortoir Yin-Yang. Mais Aoba refuse d'impliquer la force de défense des démons, se méfiant de la cruauté du commandant suprême. Tenka confirme discrètement ses craintes, révélant que le commandant éliminerait probablement Aoba s'il en avait l'occasion. Kyuko conseille à Aoba de rester caché, l'avertissant que l'incident parviendra inévitablement aux oreilles du commandant et pourrait entraîner une poursuite acharnée. Comprenant le danger, Aoba accepte de cacher son peuple, promettant de patienter et de garder ses forces en sécurité, tandis que Kyuko promet d'enquêter personnellement sur le dortoir Yin-Yang pour assurer la protection d'Aoba. Yuki, Kyuko et Tenka retournent au dortoir, où Nae les accueille avec soulagement. Elle informe Kyuko que Shushu et Himari se rétablissent et reviendront dans quelques jours. Tenka part peu après, déclinant l'offre de récompense immédiate de Yuki, choisissant plutôt d'attendre que son rétablissement soit complet. À l'intérieur du dortoir, Kyuko demande à Yuki de rester vigilante pour d'éventuelles attaques supplémentaires, puis se dirige vers le bain pour se reposer. Pendant ce temps, Nae prépare des vêtements pour Shushu et Himari, mais remarque l'expression troublée de Yuki. Elle le réconforte doucement, et lorsque son estomac gargouille, elle lui sert un wa. Repas chaud préparé pour tout le monde. Yuki mange en silence, ses pensées s'emballant. Peu après, Kuko sort de son bain et, voyant sa tension persistante, décide de soulager son stress à sa manière. Elle le conduit dans sa chambre où elle enlève ses vêtements, révélant sa méthode choisie pour le récompenser de ses efforts. Yuki rougit profondément alors qu'elle réduit la distance et qu'ils commencent à s'embrasser, chaleur et nervosité s'entremêlant. En le taquinant, Kuko l'appelle un simp et le met dans une prise de soumission ludique. Se déclarant sa maîtresse, sa jalousie refait surface alors qu'elle se plaint de sa loyauté envers Ohoba, irritée qu'il écoute plus sa sœur qu'elle. Conflit et submergé, Yuki finit par abandonner et choisit de dormir à la place. Déçue mais affectueuse, Kuko l'embrasse doucement, chuchotant des promesses de plus grandes récompenses à l'avenir. Ailleurs dans le palais de Shikoku, l'atmosphère s'assombrit. Koko et Naon sont offerts à une entité divine nouveau-née, leur corps fusionné en quelque chose d'impie. Yuryu remet en question les méthodes de Shikoku, mais elle écarte ses préoccupations, expliquant que l'être doit être nourri. Il est destiné à devenir son plus puissant camarade, un allié divin pour servir leur empire pour l'éternité. Le lendemain, Yuki et ses compagnons célèbrent leur victoire durement acquise. Yuki prépare un festin somptueux, ravissant tous les convives. Tenka arrive, impatient de goûter sa cuisine, ayant entendu des rumeurs sur son talent. Avant que Yuki ne puisse prononcer un discours en tant que chef de la bataille, Shushu le fait taire impatiemment, se jetant sur la nourriture et déclenchant des rires autour de la table. La célébration s'emplit de chaleur. Himari partage des moments tendres avec Yachio. Shushu se lie avec Sahara, et Tenka persiste à taquiner Kuko, la pressant de partager Yuki avec elle. Shushu et Himari, fraîchement sortis de l'hôpital, accueillent chaleureusement Yuki chez lui, le touchant profondément par leur affection. Cette nuit-là, Yuki se retire dans sa chambre, où il trouve un petit autocollant laissé par Aoba. En le tenant, ils se remémorent leurs derniers moments ensemble. Après avoir vaincu le Shuki d'Ohoba, Kuko avait juré de monter au poste de commandant suprême, promettant de démanteler le dortoir Yin-Yang, de libérer Arata du contrôle et de trouver un remède pour la restaurer. Soulagé, Ohoba avait confié Yuki aux soins de Kuko. Alors que le village caché s'effondrait autour d'eux, Yuki avait avoué son rêve de longue date d'être le héros d'Ohoba. Souriant doucement, Ohoba l'encouragea à trouver le remède en son nom. À partir de ce moment, le but de Yuki changea. Ne poursuivant plus l'idéal vague de l'héroïsme, il s'engagea à sauver sa sœur. Le lendemain matin, Yuki se réveille pour trouver Tenka perché sur lui, réclamant la récompense liée au humping qu'elle attendait. Avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, Yuko fait irruption dans la pièce, furieuse, et ordonne à Tenka de partir, invoquant des responsabilités urgentes. Frustré par Yuki, Yuko le soumet à un entraînement strict avant de lui permettre de se reposer. Plus tard, Himari approche Yuki pour l'aider à renforcer sa bénédiction de la pêche, déterminé à devenir plus capable et à gagner sa place aux côtés de Kuko. À proximité, Nae remarque Shushu sourire légèrement à elle-même, réfléchissant aux leçons silencieuses sur l'amour qu'elle a apprises pendant son séjour à l'hôpital. Shushu reconnaît intérieurement que de nombreuses filles tiennent beaucoup à Yuki, décidant qu'elle attendra le bon moment pour le poursuivre. Leur moment de calme est interrompu lorsque Nae détecte une soudaine montée d'énergie. Une nouvelle porte s'est ouverte à proximité. L'équipe se mobilise immédiatement. Himari et Shushu se précipitent pour dégager le chemin tandis que Kuko et Yuki se préparent pour l'engagement direct. Avant de partir, Yuki s'agenouille et embrasse la main de Kuko, réaffirmant son serment de servitude. La puissance l'envahit alors que sa forme d'esclave se manifeste et Kuko le monte, les deux devenant une force homogène. Ensemble, ils déchirent les Shuki approchant, taillant à travers leurs rangs avec une efficacité brutale avant de trancher un énorme en deux. Cette victoire marque le début de l'ascension de Kuko vers le poste de commandant suprême et de la transformation de Yuki en le héros qu'il a décidé de devenir.
Invisible au loin, Aoba observe depuis l'ombre. Voyant son frère s'épanouir aux côtés de Kuko, elle se sent soulagée mais ne peut se reposer. Silencieusement, elle prie pour Koko et Naon, jurant de les sauver des griffes de l'Empire. Commentez ci-dessous. Récompense pleine d'intrigue. Si vous regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.